Bonjour, c'est Trigger pour l'Institut Psyché. Peut-on ressentir des émotions fausses? Peut-on ressentir des sentiments virtuels? C'est la question que je me suis posée en écoutant une vidéo. Outre le fait que c'est extrêmement triste de prendre soin de ses besoins comme ça avec des robots et des entités virtuelles, parce que cela crée un faux sentiment d'abondance et que cela contribue quelque part à une forme de déshumanisation des rapports sociaux, des gens en général, et puis surtout de votre propre cerveau. Qui évoquait qu'avec tout ce qui était monde virtuel, etc., on pouvait utiliser ces trucs-là pour vivre des émotions fausses. Et je me suis demandé, mais est-ce que ça existe vraiment? Parce que quand je regarde un film au cinéma, j'ai des émotions, elles sont là. Donc il y a une forme de vérité dans les émotions juste par leur présence. Donc en quoi est-ce que ces émotions pourraient être fausses si ce qui les provoque est virtuel? Ça nous renvoie à un principe qui est le principe de simulacre. Un simulacre, c'est une imitation de la réalité. Et à partir des simulacres, nous, on va projeter dessus ce qu'on connaît de la réalité. À partir d'une figurine de personnage de fiction, on va projeter le personnage de fiction sur cette figurine. Quand je discute avec quelqu'un par SMS, cette personne me répond des SMS, donc quand je parle avec une IA, j'ai l'impression que c'est un être humain qui me répond. Je projette cette impression. Et donc voilà, le virtuel produit des simulacres de personnages de fiction, dans le jeu vidéo, dans des films, maintenant avec les IA avec qui on peut discuter. Et la question c'est, est-ce qu'on peut assouvir nos besoins avec des simulacres? Est-ce que les émotions qu'on ressent avec, comment est-ce qu'on juge si c'est des émotions vraies ou fausses, ou est-ce qu'on est piégé dans un espèce d'enfer virtuel? Et je crois que la personne qui a la réponse à ça, c'est Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg qui invitait à questionner et assouvir ses besoins profonds. Mais les besoins profonds, en fait, c'est des aspirations. C'est plus des besoins. La différence, c'est quoi? Si j'ai vraiment un gros besoin de manger, je vais m'empiffrer comme un gros bâtard. Je vais me remplir, d'accord? C'est fait à partir d'un vide, et ce vide, je dois le remplir. Donc je vais même pas apprécier mon repas, je vais juste tout engloutir. Par contre, si j'ai l'aspiration de manger, là, je vais pouvoir kiffer le fait de faire à manger, de sentir les ingrédients, de cuisiner, et au final, je vais prendre le temps de manger et d'apprécier pour assouvir ce besoin d'une manière qualitative. Mais c'est même pas un besoin qui est assouvi, c'est vraiment une aspiration. Et je crois que chaque besoin humain, en fin de compte, derrière, il y a une aspiration. Et c'est probablement ici qu'on peut faire la différence entre des vraies émotions et des fausses émotions. Il est possible que les vraies émotions, c'est celles qui répondent à nos aspirations. Et que les fausses émotions ou les émotions faciles ou mimétiques sont simplement basées sur une identification à certains besoins. Quand je crois que j'ai besoin de manger, quand je crois que j'ai besoin de baiser, quand je crois que j'ai besoin d'être au contact d'une personne, non, je suis simplement identifié à des stratégies qui visent à assouvir mes aspirations profondes. Et ça m'a fait penser, souvent on décrit les simulacres comme quelque chose qui viendrait nous empêcher de vivre des vraies choses, comme si on vivait dans une infravie, et je crois que c'est précisément ça leur vertu. Si vous avez écouté mon produit sur les émotions, vous savez que l'émotion la plus taboue, c'est la surprise. On est terrifié par la surprise, c'est pour ça que maintenant il y a des trigger warnings, et la surprise, c'est ce qui fait rentrer le réel en nous par force brute en fait. Par conséquent, on a peur de la réalité. Et pour se protéger de la réalité, on va avoir comme stratégie de vivre avec des simulacres pour répondre à nos besoins. C'est-à-dire que le problème est inversé en fait. Le problème, c'est pas qu'on croit assouvir nos besoins avec des simulacres. C'est pas du tout ça qui se passe. Ça, tout le monde sait que c'est faux, tout le monde sait que c'est virtuel, on n'en a plus rien à foutre. Le problème, c'est qu'on a peur de la réalité et qu'on s'en protège par des simulacres. Et qu'on s'en protège par du virtuel. Il faut toujours un truc qui fasse écran, il faut toujours une capote, il faut toujours un truc comme ça. Et c'est à ça, probablement, que servent les simulacres modernes, c'est dans leur capacité à faire écran face à la réalité, de manière plus ou moins opaque ou transparente. En prenant ça comme non pas comme un objet non désirable, non pas comme un parasite dont il faudrait rejeter. La nature produit des parasites, ça fait partie d'un écosystème. Bon, si les simulacres sont des parasites, ils ont leur fonction. Et probablement que leur fonction, c'est ça, c'est d'être une espèce de membrane entre soi et la réalité. Et la question, du coup, c'est qu'est-ce qui fait que cette membrane est de qualité ou pas? Alors on pourrait bien dire, pas besoin de cette membrane, pas besoin de simulacre, moi je veux la réalité, non. Bon. Autour de moi, je connais personne qui baise sans capote. Donc, faut arrêter. On a tous peur de la réalité. On a tous peur des conséquences de chaque micro-action, et c'est pour ça qu'on met des membranes. On a tous compris que nos actes ont beaucoup plus de conséquences, et on ne veut pas en prendre la responsabilité. Je ne me sens pas de prendre la responsabilité de relationner avec la réalité sans filtre.
Alors les simulacres, alors le virtuel, va être une sorte de terrain de jeu. Et vous savez bien que les enfants et les animaux apprennent par le jeu. Dans une perspective consciente ou maladroite d'apprentissage ou d'expérimentation petit à petit de la réalité, je sais pas vous, mais moi j'ai commencé à draguer des nanas sur MSN, pas en face. En face, j'étais trop intimidé. Par écrit, je pouvais prendre le temps de répondre, de réfléchir, de me poser avec mes émotions. Ça m'a beaucoup aidé en fait. Quand on se méfie du virtuel, la question c'est la caverne de Platon. Oh là là, les gens vont s'enfermer dans un inframonde, ils vont être enfermés dans du virtuel. Je crois pas. Je crois que la caverne de Platon, tout le monde a bien compris où était la sortie, mais le soleil, ça crame en fait. La réalité, ça fait mal, et c'est tout un apprentissage d'accueillir la réalité. C'est difficile à décrire parce qu'avec Jean, on ne pouvait pas avoir de rapport personnel. Ce qui marquait avec lui, c'est qu'on voyait constamment sa propre stupidité. C'est-à-dire quand j'étais avec Jean, je me rendais compte combien j'étais toujours dans l'attente, toujours dans la stratégie, toujours dans la préparation, combien tous mes mouvements étaient faux, combien à chaque fois que je faisais quelque chose, c'était à côté. Donc sa présence forçait à se rendre compte finalement de ses limites. Donc c'était assez dur pour l'ego. Et je me rappelle, il y avait toujours une immense joie d'aller le voir quand il m'appelait, qu'il me disait venir, on va passer une semaine ensemble. Et puis à la fin, quand je le quittais, c'était un immense soulagement, parce que c'est insupportable de voir sa limite, de voir son côté égotique, de voir sa prétention constamment. Et je sais qu'au début, quand je partais, c'était presque une fuite. Et j'avais besoin de retrouver ma vulgarité, de retrouver ma suffisance. Quand j'allais à Marseille dans un restaurant manger des saletés, où j'allais voir une prostituée, où j'allais me droguer, pour retrouver ma lourdeur, pour retrouver mon schéma de fonctionnement. Ouais. Et par conséquent, le passage de sortir de la grotte, re-rentrer dans la grotte, entre les deux, il y a ça. Entre les deux, il y a cette espèce de membrane, de filtre, de simulacre, où on sait très bien qu'on va vivre des émotions qui ne sont pas vraies. C'est pas là où on va être à l'apogée de notre humanité. Mais je crois que l'être humain moderne se sait et se connaît à cet endroit-là, à l'endroit où il n'est pas en train de jouer le jeu d'être à l'apogée de son humanité. C'est une zone de confort. Je pense que tout le monde le sait, que ce soit Netflix, les jeux vidéo, le porno, la télé-réalité, etc. Bon. Mais un endroit, ça reste une forme de nourriture. Ça reste un besoin assouvi, c'est infra-optimal, on pourrait dire, ok. Et l'aspiration profonde qu'il y a derrière, ça du coup, ça devient optimal. Mais je ferai attention de ne pas faire une mimésis entre les deux aussi. En fait, la question, c'est est-ce que c'est ok de vivre dans un monde faux? Puisqu'on sait que même le faux n'existe pas, donc c'est pas vrai. Donc on ne vit pas vraiment dans un monde faux, quoi. Enfin, c'est une forme de masturbation, quoi. Et une question que je me pose aussi, c'est, ok, il y a un simulacre sur lequel on va projeter une mimésis. À partir de là, on vit des faux sentiments. Très bien. Mais avec les intelligences artificielles et leurs propriétés émergentes, les simulacres sont plus que des simulacres. En fait, ils commencent à devenir surprenants. Et ça fait paniquer tout le monde, en fait. Parce que ça devient une forme de surprise et de réalité qu'on se prend en pleine tronche à un endroit. À partir du moment où c'est des nouveaux objets, c'est plus des simulacres. C'est plus du virtuel, c'est un peu plus que ça. Ça veut pas dire que c'est plus sain, ça veut pas dire qu'on va pas se perdre dedans ou vivre des émotions plus vraies aussi, mais ça ouvre la porte à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'un Tamagotchi, on est tous d'accord que on s'emmerde très vite avec, mais ces nouveaux objets aux propriétés émergentes, il est probable qu'on ne se rende pas encore compte à quel point ils vont nous provoquer des vrais sentiments. Et s'il est possible que ces nouveaux objets nous permettent non pas d'assouvir des besoins compulsifs, mais nous accompagnent dans la réalisation de nos aspirations profondes, alors le simulacre aura réussi à ne plus être un simulacre et par conséquent aura mérité sa place dans la réalité. Ça va être des objets augmentés de quelque chose qui fait que ça portera un autre nom, je sais pas encore quoi, mais je ferme pas la porte à ça. J'en ai pas le désir forcément, je suis très curieux du truc, et il est possible que les intelligences artificielles en viennent à connaître tellement l'humain qu'elles vont nous servir tout ça sur un plateau d'argent, en mode « Eh Coco, arrête avec tes besoins compulsifs, en fait t'as des aspirations profondes. » Ce serait marrant. On pourra dire « Ouais, c'est encore un papa de substitution. » Oui. Mais pas que. C'est aussi simplement un feedback de la réalité. Un papa qui dira « Je suis pas ton papa. » C'est ça. En fait, l'aboutissement des simulacres et du virtuel, c'est d'aboutir à ce que ce soit plus du virtuel et plus du simulacre, et que ça puisse simplement être une bonne membrane entre l'inframonde et le monde. Une membrane consciente qu'elle est une membrane, en fait. Et que son but, au bout du bout, c'est de disparaître. Ou alors peut-être, dans le cas de personnes en difficulté, de les accompagner. Pourquoi pas, aussi. Même si des études ont montré, en effet, notamment dans des maisons de retraite, que l'usage de certains robots pouvait permettre de pallier à une absence de soins. Après tout, un vieillard qui a du mal à marcher marche bien avec une canne, qui est une extension transhumaniste de son corps. Alors pourquoi pas?
pourquoi pas des trucs virtuels en extension transhumaniste de soi, qui ne seraient pas plus malsaines que la canne d'un vieillard. Voilà, c'était une petite réflexion improvisée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.